tous et bienvenue en cette troisième journée de la semaine de la fête. C'est un grand plaisir de commencer cette journée avec un petit format un peu différent de ce qu'on a fait depuis le début. On va parler aujourd'hui d'un symposium sur les ressources éducatives numériques, donc les fameuses REN. On va vous présenter aujourd'hui trois projets de REN qui ont été développés dans le cadre de l'appel à projet que le pôle d'expertise propose à chaque année. Fait que je vais faire ça super rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de choses à nommer et à voir. Fait que c'est super intéressant. Donc, je vais commencer tout de suite. La première ressource éducative porte sur les tâches évaluatives en formation à distance à l'ère de l'IA générative et ça nous est présenté par Caroline Richer de l'UQAR et Marielle Domingue du Cégep de la Pocatière. Allô, à toutes les deux. Bonjour Cathy. Bonjour. Écoutez, je parle pas plus. Je vous laisse commencer votre petite présentation de votre ressource. Pas de problème. Parfait. Mais bienvenue à tous et à toutes. On est vraiment heureux, dans le fond, de vous présenter le fruit de notre travail. Donc, ce qu'on vous présente vraiment, c'est une mise à jour d'une auto-formation sur la tâche évaluative en formation à distance, plus particulièrement pour l'environnement ou le niveau universitaire et collégial. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, ce qu'on va vous présenter, si tu veux changer, Marie. Merci. Donc, une petite mise en contexte pour savoir ben, qu'est-ce que c'est cette fameuse formation-là ou auto-formation, de où ça part, puis pourquoi justement on a jugé qu'elle avait besoin d'une mise à jour. Donc, on va vous parler aussi de notre intention, de notre posture par rapport à cette auto-formation-là. Puis, on va terminer vraiment avec ce qui est la structure de la formation pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que bien que c'est une auto-formation qui existe déjà depuis 2021, on a changé un petit peu la structure, on a changé principalement le contenu, on a adapté le contenu pour qu'elle soit un peu plus mise à jour pour le contexte actuel. Donc, au niveau de la mise en contexte, vous allez voir, on avait un besoin qui était là pour mettre à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-formation sur la tâche évaluative en FAD a été créée en 2021. Donc, 2021, si on se remet en contexte, on est dans un environnement où on est post-COVID. Donc, ce qu'on a remarqué, nous, lorsqu'on a fait la demande pour la mise à jour, c'est que justement, il y avait des référents au niveau du COVID. Fait qu'on s'est dit, peut-être que c'est peut-être plus nécessaire d'avoir ces référents-là. Donc, il y avait une mise à jour au niveau du contenu qu'on voulait effectuer. L'autre chose qui est arrivée depuis 2021, c'est justement ChatGPT ainsi que toutes les IAG, les intelligences artificielles génératives. Donc, ça change la façon qu'on va venir penser nos tâches évaluatives. Donc, c'est absolument nécessaire pour nous d'intégrer un petit peu de contenu ou de mentionner les enjeux qui étaient reliés avec ça. Donc, c'était vraiment important pour nous de ce changement de contexte-là. Puis le dernier, c'est vraiment une prise de conscience, si je peux dire. Donc, notre demande a été faite en 2024. 2024, on a fait un recul, on a regardé le contenu, puis on s'est dit, on avait eu des critiques au niveau du fait que la formation qui initialement avait été effectuée visait principalement le niveau collégial, puis on avait eu des critiques au niveau du niveau universitaire parce que la formation était basée sur l'approche par compétences, approche qui n'est pas utilisée, généralisée, si je peux dire, au niveau universitaire. Donc, on avait un besoin d'arrimer justement le type d'évaluation avec soit des objectifs, soit des compétences, donc d'avoir quelque chose qui était un peu plus inclusif et aussi au niveau de la terminologie, donc d'avoir une écriture qui était un peu plus inclusive, une rédaction épicène, donc juste pour mettre le contenu à jour. Donc, il y avait vraiment un besoin de mettre à jour certains contenus qui avaient changé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'auto-formation, dans le fond, c'est né d'une collaboration entre Fadio et puis Cal 21. Donc, encore une fois de la mise à jour. On est allé avec ces deux partenaires-là. Donc, je remercie en fait Cal 21 parce que vraiment, je veux dire, c'est une excellente collaboration qu'on a pu avoir avec eux. Donc, on a gardé ce lien-là. On n'a pas voulu tout refaire. C'est vraiment une mise à jour. On n'a pas refait toute la formation, mais donc, cette formation-là était initialement financée par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, dans ce cas-ci, c'est le pôle qui est venu épauler, je peux dire, Fadio et puis Cadre 21 au niveau du financement. Ensuite, si on continue avec notre attention, notre posture,
il y a comme trois éléments principaux, là. Caroline, tu l'as abordé un petit peu, là, mais super important, on insiste là-dessus, c'est une mise à jour. C'est pas une refonte, on n'a pas refait l'auto-formation. Vraiment, c'est super important pour nous de respecter ce qui était déjà créé. Mais il y avait déjà une auto-formation qui était de qualité, qui était en ligne déjà. Donc, super important pour nous de respecter l'angle qui était utilisé, l'approche, les outils. Donc, la formation se base, on va voir tout à l'heure, là, sur 5 grandes étapes. On a respecté ça, on a conservé ça. Donc, on a construit et bonifié à partir de ce qui était déjà en place. Puis aussi, il n'y a pas de recette magique. C'est pas faites ci, faites ça et ça va fonctionner à tout coup. C'est vraiment l'idée, c'est de proposer des pistes de réflexion. Donc, on propose du contenu, mais à titre informatif pour permettre aux gens de se faire une tête, de prendre les bonnes décisions. Donc, il y a souvent des suggestions de questions euh, à se poser, pour se positionner, pour passer à l'action. Donc, portrait dressé et sommairement pour permettre aux personnes justement de se faire une tête, là, comme je disais. Donc, on est rendu à la structure. Oui, donc la structure, vraiment, je peux dire, je vais faire un petit lien avec le cadre bien établi. Donc, c'est une formation établie par Cadre 21. Donc, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que Cadre 21 propose déjà de nombreuses auto-formations. Donc, c'est un format qui est éprouvé, qui est convivial, qui est intuitif. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on voit que le modèle de Cadre 21, c'est un modèle avec 4 niveaux. Donc, le niveau explorateur, architecte, virtuose et puis leader. Donc, ces 4 niveaux-là, au niveau de l'explorateur, on est vraiment dans l'informatif, si je peux dire. On veut connaître une technique, on veut connaître, on veut réfléchir, penser. Au niveau de l'architecte, on est vraiment dans la scénarisation. On veut appliquer, si je peux dire, ce qu'on a vu dans le niveau explorateur. Le niveau virtuose et le niveau leader sont des niveaux plus avancés où là, on veut aller dans quelque chose de plus global, pardon. Puis, on va aller après ça intégrer, partager ce qui a été vu et appliqué dans les 2 premiers niveaux. Ce qui est le fun avec les formations de Cadre 21, c'est que c'est une navigation qui est libre. Donc, quelqu'un qui aurait déjà, par exemple, des connaissances en évaluation au niveau de la FAD pourrait dire, ben moi, je ne pense pas que le niveau explorateur euh, est nécessaire. Peux-tu commencer directement au niveau architecte? Absolument. Donc, vous avez la possibilité de passer tout de suite au niveau 2 ou au niveau 3 selon vos besoins. Donc, ça, c'est vraiment super. Puis ça, c'est possible à la fois dans l'auto-formation sur la tâche évaluative, mais également dans toutes les autres tâches, toutes les autres auto-formations, pardon, qui sont proposées par Cadre 21. Donc, quelqu'un qui en a déjà fait va se retrouver au niveau de la navigation, au niveau du visuel. C'est vraiment intuitif, c'est vraiment intéressant d'aller dans cette optique-là. Donc, pour ce qui est de la mise à jour sur laquelle nous, on a travaillé, on s'est concentré principalement sur le niveau explorateur, où là, il y avait beaucoup de contenu qui devait être mis à jour. Donc, on est du côté informatif. Donc, il y avait des informations justement qui nécessitaient d'être modifiées. Comme Marielle l'a mentionné, on a gardé le processus en 5 étapes pour la création d'une évaluation. Ce qu'on est venu faire, par contre, c'est qu'on est venu modifier la présentation des enjeux, des défis et nécessairement, on est venu ajouter la présence de l'IA pour la création de nos évaluations. Donc, le niveau explorateur reste un niveau d'information où on va aller savoir qu'est-ce que je devrais faire pour créer ma tâche évaluative. Au niveau de l'architecte, on est vraiment dans l'application des 5 grandes étapes. Et la façon que Cal 21 fonctionne, c'est des niveaux, puis chaque niveau donne des badges. Donc, vous avez une reconnaissance qui peut être après ça appliquée à un profil LinkedIn. Donc, il y a vraiment une belle vitrine qui est donnée par Cal 21 par la suite. Donc, ce qu'on voit ici, c'est justement nos 5 petites étapes: analyser, planifier, concevoir, mettre en œuvre et puis valider. Marielle, je vais te demander d'appuyer sur le plus en haut à gauche. Oui, donc ce qui est le fun, c'est oui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est séquentiel, mais la beauté de ça, c'est qu'on a une navigation qui peut être
itérative. Donc, si on commence avec une première tâche évaluative, on peut dire, ah ben moi je passe de 1 à 5, mais j'aimerais ça faire une deuxième tâche dans un même cours, je peux recommencer. Ou à l'inverse, si on commence puis on navigue la première à analyser nos besoins, la deuxième pour planifier, on arrive à concevoir, puis est-ce que c'est possible d'avoir des besoins qui sont, oups, pas tout à fait répondus, on peut retourner à la tâche 1. Donc, si on appuie sur le petit œil, Marie, merci. On va voir le plan, si je peux dire, de comment on peut naviguer. Donc, la navigation est vraiment intuitive. On peut aller cliquer 1, 2, 3 si jamais on se rend compte que, rendu à la quatrième étape, la mise en œuvre, oups, notre conception n'est pas optimale. On peut retourner, se retrouver d'autres trucs, se reposer des questions pour bonifier notre tâche évaluative. Et même chose est possible si on passe à la prochaine diapo pour les enjeux. Donc, parallèle à ça, on a des enjeux qui sont reliés à la formation à distance en lien avec les évaluations. Donc, on en a 5 ici. C'était les 5 qui étaient présentes dans la formation initiale. Ce que nous, on est venu faire, c'est ajouter justement une section dédiée aux enjeux. Initialement, on a également changé la présentation. Ces 5 enjeux et défis-là étaient vraiment dans une seule section. Ça faisait beaucoup de texte, c'était difficile à lire. Donc, on est venu un petit peu changer la structure dans notre cas pour donner une possibilité de sélectionner chacun des types d'enjeux pour mieux comprendre qu'est-ce qui est le lien. Puis, on a fait des liens également au fil des 5 étapes du processus pour dire, hey, avez-vous pensé à cet enjeu-là pendant que vous êtes dans la conception? Ah, avez-vous pensé lors de l'analyse des besoins à tel ou tel enjeu et défi que vos personnes apprenantes peuvent avoir. Donc, on a vraiment cette possibilité-là dans la mise dans la formation de naviguer comme on veut d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas une formation qui est linéaire. Donc, c'est vraiment intuitif, c'est vraiment le fun pour ça, pour aller chercher l'information qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Bon, alors, dernière section. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour le moment, là, sinon, nous, on continue. Bon, du temps après, de toute façon aussi. Donc, pour ce qui est du contenu, ben, première étape, c'est sûr, c'est la révision du contenu. Donc, il y a comme 3 grandes lignes qui nous guidaient. On en a parlé un petit peu en introduction, mais quand même, on voulait revenir là-dessus. Donc, super important pour nous, l'écriture inclusive. Donc, dans l'idée, oui, de représentation équitable pour l'écriture épicène et tout ça, mais aussi pour l'adaptation aux différents contextes, tu sais, de l'enseignement supérieur, autant universitaire que collégial pour ce qui est de l'inclusion. Puis pour ce qui est du contexte universitaire, en plus de ça, ben, diversification des exemples. Donc, tout était, comme Caroline disait, on était dans une approche par compétences, vraiment avec des atteintes de compétences et tout ça. Donc, on a proposé de diversifier les exemples pour justement que ce soit plus adapté. De la terminologie, justement, qu'on a adapté aussi pour que tous les gens du milieu, soit du milieu universitaire ou collégial, se retrouvent. Puis une bonification des approches. Donc, on a opté pour, tu sais, c'est sûr qu'on y a réfléchi, quel terme, quelle façon de nommer les gens, exemple les étudiants, les enseignants, les professeurs, OK? Donc, on s'était questionné à identifier qu'est-ce qui va être le plus inclusif pour que tout le monde se retrouve. Puis, de toute façon, au début, là, on a vraiment mis une petite note comme quoi que on a choisi le terme personne apprenante et personne enseignante, finalement. On mentionne vraiment que c'est lorsqu'on utilise cette façon de nommer, mais on inclut vraiment, bon, étudiants, etc. Donc, tout ça. Puis pour ce qui est des références, ben oui, hein, on l'a nommé dans le contexte. Ça a changé beaucoup depuis 2021 pour toutes les raisons que Caroline a nommées. Donc, sur le plan des références aussi, il y a tellement d'outils, tellement de belles ressources là, qui ont été créées. Donc, nous, on a intégré, on a mis en support là, quelques ressources de différents partenaires. Là. Autant on a fait attention, on a voulu représenter autant là, nos partenaires au collégial qu'au universitaire. Si je peux me permettre, Marielle, Oui, vas-y. Ben justement, on j'allais est à... dire, veux-tu ajouter quelque chose? On est connectés Bluetooth, Caroline et moi. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau des références, on est allé aussi chercher des guides
Des Oui, guides pour aider à la réflexion. On l'a mentionné tantôt, là, dans notre posture, notre intention, c'est de faire réfléchir. On est vraiment allé pour quelque chose qui va nous aider à prendre des décisions. Parce que des fois, on se questionne, ah, je devrais-tu faire ça ou je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu faire... On est dans les questionnements beaucoup, puis là, on s'est dit, ben, gars, on a des beaux outils qui existent pour justement aller s'aider à prendre la décision la plus éclairée possible. Donc, c'est là qu'on est allé bonifier vraiment au niveau des références, là, les outils autant du niveau collégial qu'universitaire. Là, c'est vraiment des beaux outils qu'on vous a ajoutés dans oui, la formation. vraiment. Puis ça a été dur de choisir quand même, hein. Là, on aurait voulu en mettre plus, mais à un moment donné, tu sais, il faut rester dans tu sais, l'intention. On l'a nommé, hein, c'est vraiment suggérer des pistes de réflexion. Donc, on veut pas aller trop dans le détail. Si on va dans le détail dans une section, il faut aller dans le détail dans toutes les autres. Donc, c'est vraiment, là, le but, c'est de semer des graines pour la réflexion. Mais on va aider à la décision aussi, bien sûr. Donc, c'est cette même posture-là dans euh, la section. Ah, t'as peu, non, je m'en allais dans l'IAG, moi, tout de suite, là. Mais pour la révision du contenu, si on continue, là, vous avez accès là, aux documents de présentation, vous pourrez aller les voir. Mais on vous a mis quelques infographies. Tu sais, en fait, on a conservé ce qui était déjà là, on l'a dit tout à l'heure, mais on a adapté parfois certains termes, on a pu bonifier là, parfois là, différents éléments, là, comme ici, l'exemple personne apprenante, enseignante. Bon. Fait que pour voir que c'est juste la révision pour ce qui est de la base. Tu sais, encore là, vous voyez les 5 étapes là, que tantôt Caroline a présentées très succinctement, là, elles sont encore dans le cœur, là, puis c'est ça le cœur de la formation, de l'auto-formation. Donc, pour ce qui est de bonification du contenu, ben, c'est sûr, là, un gros morceau, mais c'est la section concernant les enjeux liés aux IAG. Donc, on a encore 5 gros enjeux, 5 grandes catégories d'enjeux, parce que pour nous, intelligence artificielle générative, ça entrait dans les enjeux légaux et éthiques. Mais c'était tellement important pour nous qu'on l'a mis vraiment à part dans une section distincte. Donc, l'intention encore, c'est d'intégrer des pistes de réflexion liées à l'évaluation, mais à l'ère de l'IAG. Fait que pour nous, l'idée, c'est pas, euh, cette section-là ne vise pas l'appropriation des systèmes d'intelligence artificielle générative. On veut vraiment inviter à réfléchir aux enjeux de l'évaluation, puis proposer des pistes de réflexion. Donc, quelques éléments, là, justement, bon, ici, intelligence artificielle, un outil ici qu'on a repris de l'UQAR, hein, donc qui propose des principes pour une utilisation judicieuse. On a un outil d'aide à la décision, dépendamment, est-ce que je veux créer une nouvelle évaluation ou est-ce que je veux adapter une évaluation, puis on amène, on guide vers des questions, de réflexion et des outils aussi externes. Donc là, ici, c'était l'Université de Sherbrooke là, pour ce qui est de l'adaptation, puis à l'UQAR là, pour la nouvelle évaluation, etc. Donc, dans cette section-là, on a... attends un petit peu, j'ai passé tout droit. C'est ça ici. Donc, dans cette section-là, en fait, les 3 principaux éléments pour nous, l'intégrité académique, la qualité de l'information, puis la nature des évaluations. C'est vraiment là, les 3 éléments principaux là, sur lesquels on s'est appuyé. En fait, on s'est appuyé sur le guide. On pourrait peut-être mettre le lien dans le clavardage, là, je ne sais pas, Caroline, là, mais le rapport là, de la Commission de l'éthique en sciences et technologies et du Conseil supérieur de l'éducation qui est paru en avril 2024. Donc, c'est un des éléments sur lesquels on s'est appuyé parce que on sait que chaque institution peut avoir ses propres balises. Il y en a qui n'en ont pas d'officiel encore, il y en a d'autres qui sont plus avancés, qui en ont établi. Fait que peu importe qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans, nous, c'est important pour nous de proposer des pistes de réflexion, mais qui vont permettre aux gens qui en prennent connaissance de respecter quand même les balises qui sont établies là, dans leur établissement. Puis c'est sûr que c'est ces politiques-là, puis principes mis en place, qui demeurent les premières balises à respecter, là. Ça, c'est certain. Donc, référez-vous toujours là, à votre milieu, à vous, dans lequel vous évoluez, là, que ce soit au Québec ou ailleurs aussi. Là, on sait qu'on a plein de gens parmi nous aujourd'hui aussi. Donc, voilà pour ça. Ensuite, t'avais-tu autre chose que tu voulais ajouter, toi, Caroline, là-dessus?
Non, ça va pour le C'est moment. bon. Fait que ça a été partagé dans le clavardage, là, mais à noter que ça va être mis en ligne là, le 1er mars 2025. Puis, merci Sylvain pour le lien dans le clavardage là, pour le rapport là, du Conseil supérieur d'éducation. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a il y a eu des questions là, qui ont popé ou peut-être que là, en ce moment, les gens, vous voulez réagir dans le clavardage. Je vais Donc, on arrêter peut mon peut-être partage là, pour peut-être que... mentionner qu'actuellement, la version qui est en ligne Ah sur oui, c'est le vrai. site de Cadre Oui, oui. 21, c'est l'ancienne version. Donc, si vous allez vous connecter tout de suite pour aller voir qu'est-ce que c'est la formation, c'est l'ancienne version qui est encore disponible. Ben Mais à oui, super partir vraiment important. du 1er mars, ça va être la version bonifiée qui va être en ligne. Donc, il y a un petit décalage là, entre notre présentation, mais sachez que ça s'en vient. Donc, vous Mais êtes là, en ce peut-être moment, c'est en impatients. révision. C'est ça, c'est l'étape de validation du pôle. Fait que qui va revenir bientôt. Mais c'est ça, là. Merci. Oui, merci Maude pour le partage, là. Quelqu'un qui demandait le lien vers le support de formation. Donc, voilà. Donc, on a bien hâte Ça a été que vous vraiment une belle puissiez. collaboration, là. Je veux redire, Caroline en a parlé au début, là, mais avec Cadre 21, avec le Pope et avec Fadio, tu sais, c'est tellement on a tellement une belle gang, là. Ça a été vraiment un plaisir, là, de travailler ensemble, là. Caroline, vraiment, toi, là, t'es une super partner. Merci. Ce que je peux peut-être mentionner, vous allez voir, s'il y en a qui vont dans la nouvelle version, tout ce qui est les vidéos, on a conservé vraiment Oui. l'ancienne formation. On s'est dit que ce qui avait été fait était vraiment pertinent, même si on voit que ça a été une formation qui a été diffusée là, en 2021. Donc, il y a des référents qui fonctionnent un petit peu moins bien, mais on s'est dit qu'on ne voulait pas tout refaire. On voulait vraiment juste bonifier ce qui avait déjà été fait. Donc, on a plutôt ajouté des petites mises en garde, si je peux dire, ou des petites notes au niveau de ce qui est tout visuel, tout ce qui est vidéo, je devrais dire. Mais au niveau du contenu, le contenu a tout été révisé, mais les vidéos, on les a laissées telles quelles. Donc, s'il y en a qui se disent, hey, les vidéos, c'est normal, Oui. on a voulu quand même conserver le crédit qui est à Marilyn et puis Karine Karine. qui ont fait la première mouture. Marlène Nadeau et Karine Deraspe, là. Oui, Oui. ben, très bon point, Caroline, là, vraiment. Puis, en début de parcours, vous allez avoir le lien vers la vidéo complète, qui est une vidéo de la forme. Les filles avaient présenté l'auto-formation dans le cadre de la semaine de la FAD, justement, là, en 2021. Donc, on a respecté ça. Merci pour les commentaires. Oui, du Merci gros beaucoup, travail de les mise à filles. jour. Maxime, je crois, je soupçonne, qui est sur ça, Fadio, Il y PSL. avait une petite question concernant Oui. le temps que ça vous a pris, ce projet. Ah, bonne question. Mais en fait, toute la démarche officielle, on a eu comme l'acceptation du projet en mai peut-être, hein, Caroline, mai Oui, mais dans ce coin-là. 2024. Puis ça a été comme à l'automne, là, tu sais, avant qu'on commence les travaux. Fait que c'est quand même bon, plusieurs heures de travail là, qu'on a mis, puis on était quand même nous deux, puis l'équipe de Sébastien Stas aussi, cadre C'est 21, ça. qui ont mis beaucoup de C'est temps. ça. Mais tu sais, c'est une centaine, c'est plus une centaine d'heures là, Ah, et plus tout que là, ça, qu'on a parce que mis si là. je Non, combine mais tes heures avec les miennes, Marielle, plus celle de Sébastien, ça doit être ah peut-être non, non, ben, c'est ça. heures combinées par toute l'équipe, probablement un 200 heures combinées, d'après Ouais, moi, là, je avec parlais pas de tout tout le le monde, monde. moi, j'avoue, là. Non, Mais mais 120, combiné, 130. mettons, ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées tout au long, là. On est allé chercher justement là, des retours de Ouais. différentes personnes selon les contenus, puis Puis, tu donc, sais, on avait établi un plan de départ. C'est bien important dans ces cas-là parce que en fur et à mesure, là, ah, ça serait le fun, ça. Hey, t'as-tu vu telle ressource? Hey, wow, vas-tu là? C'est quoi notre intention de départ? Fait qu'on se ramenait toujours, c'est super important dans toute gestion de projet, là. Donc, mais ça, c'est si pas on le avait sujet eu d'aujourd'hui. On en si on avait eu reparlera. plus de temps, Ouais. plus de temps, probablement qu'il y aurait eu plus de choses, Ah mais je oui, pense qu'à un moment donné, fallait mettre des limites. Donc, comme dans toute exact. mise à jour, là, c'est facile de finalement refaire tout, mais là, c'était vraiment, on s'est dit, c'est une mise à jour, focusons sur cette optique-là de Ouais. mise à jour et non pas de création de nouvelles ressources, parce que c'était une formation qui fonctionnait déjà très bien. Au niveau de Cadre 21, tu sais, on avait eu des feedbacks au niveau de Sébastien Stas que c'est une très bonne formation. Les gens la consultaient déjà. Donc, c'était Exact. vraiment juste de la mettre à jour qui était l'objectif ici. Fait finalement, pour conclure cette question-là, puis cette réponse-là, mais on n'a quand même pas mis tant de temps que ça pour, tu sais, le beau travail, la belle bonification qui a été faite, là.
Mais merci beaucoup, les filles. Ce que je trouvais intéressant avec cette question de mise à jour, c'est que ça démontre qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, là, puis Caroline, tu l'as bien expliqué, que dans une mise à jour, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de recommencer à zéro, puis qu'on peut partir de ce qui est déjà bâti. Moi, je trouve ça super intéressant. Tu sais, au pôle, on travaille beaucoup à ça, on valorise beaucoup ça, puis quand on développe des nouvelles règles, de les développer dans une perspective où on va pouvoir les mettre à jour. Aussi, là, tu sais, que d'ici quelques années, ça ne soit pas complètement désuet puis qu'on ait à recommencer. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Fait que je trouve que vous avez bien démontré cet aspect-là qui est important là, pour ne pas non plus démultiplier. On a déjà beaucoup de ressources. Fait que si on peut partir de ce qui existe déjà, je pense que c'est vraiment important. Fait qu'un gros Puis merci. je pense que peut-être aussi juste en lien avec les budgets, là, tu sais, on est en restriction budgétaire beaucoup, là, ben, de Exact, mettre à jour quelque chose qu'on a déjà fait. Tu sais, veux parfaitement. pas, c'est peut-être une meilleure utilisation de notre budget que de dire on repart de zéro. Pourquoi pas réutiliser ce qui est déjà fait puis le bonifier plutôt? Ça Oui. répond peut-être à un besoin plus Oui, immédiat. Puis c'est un absolument. travail qui était rapide quand même à faire. Tu sais, c'est pas, tu sais, nous, on a vraiment pris le temps beaucoup, là, mais peut-être en dedans de 4 mois, là, tu sais, 4, 5 mois. Ouais. C'est là qu'on a s'est mis à la tâche, puis ça s'est fait, là. Donc, c'était plaisant. Ouais, vraiment. Oui, puis en plus, en fonction aussi de où est-ce qu'on part, si c'est notre propre ressource, on la connaît. Fait que le départ de la mise à jour est différent de quand on doit s'approprier la ressource, ce qui n'était Mhm. peut-être pas votre cas au début, là. Vous n'êtes pas travaillé dessus, fait qu'il faut se l'approprier. Peut-être que vous l'aviez déjà suivi, mais il y a longtemps. Fait que ça demande aussi à prendre en considération, là, évidemment. Tellement un bon point, Cathy, ça, parce que oui, là, justement, la révision, là, puis l'appropriation, ça a été une grosse partie, là, ouais, des travaux, là. Ouais, très bon point. On l'a lu et on l'a re-relu et on l'a re-relu. Oui, là, est appropriée. On se l'a appropriée, là. J'en profite pour faire un petit point. Il y a quelqu'un qui posait la question dans le chat au sujet de l'accès à 421 si on n'est pas membre du réseau Mm. scolaire, parce que 421 est en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation. Il y a Fadio qui doit être donc Maxime qui a répondu à la question de contacter 421. C'est accessible, hein, si je ne me trompe pas. C'est juste qu'il y a des coûts associés à l'accès, mais les formations sont accessibles quand même à coûts super accessibles et raisonnables, là, même si on Ben, n'est pas membre du réseau. oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Je confirme qu'il faut être membre du réseau, faut être membre du réseau d'éducation pour avoir accès gratuitement au réseau de l'éducation québécois. Mais je Exact. sais ils font là, des demandes de l'externe en dehors du Québec. Là, je pense que ça se peut-tu que maintenant du Canada, en tout cas, mais en dehors du Québec, certainement, oui, ils donnent accès avec des frais. Là, donc, c'est une bonne proposition que Maxime m'a envoyée là, de communiquer avec Cadre 21, Info Cadre 21. Exactement. Mm. Un gros merci pour votre super travail. Puis je vous invite, ça va être le cas pour les deux autres projets, là, mais à suivre les réseaux sociaux du pôle, puisqu'on va évidemment promouvoir là, quand toutes les ressources seront disponibles en ligne. Alors, je passe tout de suite à notre prochaine ressource. Qui est porté par Myriam Giroir-Gagné et Alain Stockless de l'UQAM et qui vont nous parler d'une boussole éducative qui s'appelle NumEduca. Donc, ils vont précisément comment mettre en œuvre des pratiques d'évaluation inclusive avec cette boussole numérique. Donc, bienvenue à vous deux, Myriam et Alain. Bonjour. Bonjour. Sur ces belles paroles, je vous invite à prendre la place. Merci. Juste en commençant, j'aimerais juste dire que ce matin, quand je me suis installé pour faire la présentation, mon ordinateur a refusé de démarrer. Bon, en fait, il démarre en loup. Donc, je me suis activement préparé à un plan B. Évidemment, le plan B marche jamais assez bien du premier coup, dans le sens que j'ai pris un appareil mobile où Zoom n'était pas à jour. Donc, vous voyez le principe, là. Donc, ça peut jamais bien se dérouler du premier coup. Donc là, je pense que ça va bien fonctionner. On a réussi à récupérer le diaporama. On a réussi également aussi à faire tout fonctionner de mon côté. Donc, je pense que ça va aller. De votre côté, ça devrait être fluide, là. De mon côté, c'est peut-être pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais bon, ça va fonctionner quand même. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Cathy, pour la présentation. Euh,
On va rester dans la même thématique que tout à l'heure, c'est-à-dire l'évaluation, mais cette fois-ci dans une perspective un petit peu plus précise et probablement tout aussi actuelle, c'est-à-dire c'est sur l'idée de comment mettre en œuvre des pratiques d'évaluation inclusive avec la boussole numérique éducative, Éduca. Un élément que j'aimerais mentionner aussi avant de commencer, c'est que le projet a démarré il n'y a pas tout à fait un an, donc il n'est pas tout à fait encore terminé. On est dans notre dernier blitz. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui fait partie d'un élément là, qui est particulièrement central, c'est-à-dire notre outil d'auto-évaluation, d'auto-réflexion, pardon, qui est tout frais terminé. On a terminé la semaine dernière les derniers paramètres, donc il sera accessible quand même à partir d'aujourd'hui, mais le projet ne sera pas terminé, donc il nous reste encore quelques trucs. La présentation maintenant va se dérouler essentiellement autour du développement de la boussole sur l'évaluation inclusive. Donc, juste la genèse du projet. Une collègue de l'UQAM qui est conseillère en EDI, on discutait puis on avait vraiment ressenti le besoin que il y avait de plus en plus des besoins émergents dans les milieux, notamment en enseignement universitaire, mais également aussi pour avoir discuté avec d'autres collègues dans les cégeps et assurément aussi au secteur des jeunes. Donc, on se retrouve avec des groupes qui sont hétérogènes, hein. Je pense que c'est là pour le rester. Et aussi les mesures d'adaptation pour certains apprenants, apprenantes aussi, qui explosent. Euh, c'est comme peut-être pas possible dans le réseau actuel d'arriver à gérer tout ça de façon optimale, je pense. Et de là, l'idée peut-être de travailler un petit peu sur euh, le fait d'améliorer peut-être un petit peu plus l'évaluation et notamment l'évaluation inclusive. Donc, ben, c'est l'objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire comment arriver à soutenir le développement de pratiques évaluatives plus inclusives, justement pour répondre aux besoins de groupes de plus en plus hétérogènes auxquels les enseignants et enseignantes font face, mais également aussi ben, toutes les mesures qui sont mises en place aussi deviennent de plus en plus difficiles à gérer avec les ressources que l'on a actuellement. Puis comment on va y parvenir? Ben, on a pensé faire un dispositif qui est en fait un dispositif d'auto-évaluation, mais également aussi de formation sur les pratiques évaluatives dans une perspective évidemment inclusive. Donc, Myriam, tu peux passer à la suivante. Oui, donc, Euh, oh, oui, Alain. oui, oui, c'est bon, c'est à toi. OK, parfait. Donc, on s'est intéressé à l'auto-évaluation comme un processus de pratique réflexive finalement. Donc, comment soutenir l'émergence ou le développement, l'évolution des pratiques évaluatives dans une perspective inclusive? Ben, la première étape, c'est d'abord de se situer soi-même là, par rapport à ces pratiques-là. Donc, on s'ancre là, dans des travaux de Joro, Andrade, Campanale qui soulignent finalement que l'auto-évaluation soutient, amplifie le processus de développement professionnel, que ça implique un processus d'observation de sa pratique, puis à chercher des rétroactions parfois de soi-même, donc d'avoir une certaine autorégulation, bien sûr, mais aussi d'aller chercher la rétroaction externe, de l'information pour utiliser toutes ces informations afin d'améliorer sa pratique. Donc, l'auto-évaluation, finalement, c'est combiner différents cadres de référence là, pour évaluer sa pratique et la faire évoluer. Donc, ça nous amène nécessairement à une posture réflexive. Puis c'est ce que l'outil, donc la boussole, vise à faire, c'est pas tant là, de porter un jugement sur les pratiques, mais vraiment de prendre un temps d'arrêt pour adopter une posture réflexive, puis s'exposer à différentes pratiques. Donc, c'est ce que la boussole fait aussi. Elle nous permet d'ouvrir parfois les œillères, de donner des idées pour pouvoir mettre en perspective nos propres pratiques. Donc, selon Campanale, l'auto-évaluation, c'est un processus qui se fait en 3 étapes.
Notre boussole, finalement, sert principalement aux deux premières. Donc, d'abord, de faire une auto-observation, faire une prise de distance et d'en faire l'analyse. Donc, ce qui est particulier de la boussole par rapport à d'autres outils, c'est le fait qu'il y a un moteur d'inférence interne, finalement, qui fait l'analyse de nos réponses, donc des réponses à cette auto-évaluation-là, pour pouvoir poser un certain diagnostic, on pourrait dire, donc porter un regard un peu plus synthétisé, on pourrait dire, des pratiques sur certaines dimensions qu'on va vous présenter pour pouvoir savoir vers quoi peut-être se concentrer ou où tourner notre regard afin de faire évoluer nos pratiques. La troisième étape, c'est une étape d'autorégulation. Donc, la régulation de la pratique, ça, c'est bien sûr, aucun outil ne pourra le faire, là. C'est à chacun, chacune de mettre en place certaines choses dans sa pratique par la suite, mais on ose espérer que notre formation, l'auto-formation qu'on va offrir dans un deuxième temps, pourrait soutenir là, cette régulation-là, mais bien sûr que d'autres ressources pourraient aussi le faire. Donc, lorsque je parlais d'autodiagnostic synthétisé, en fait, on a essayé de développer une boussole autour de ce que représentent des pratiques évaluatives inclusives. Donc, pour celles et ceux là, qui s'intéressent aux pratiques pédagogiques en général, inclusive, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent dans plein de perspectives différentes. Donc, on parle souvent de la conception universelle de l'apprentissage, de la différenciation pédagogique. Donc, ça nous donne des outils pour penser aux pratiques, mais on voulait avoir quelque chose qui était peut-être plus global puis moins théorique, quelque chose qui est vraiment bien ancré dans la pratique. Donc, c'est avec beaucoup de collaboration là, avec conseillers, conseillères pédagogiques, des personnes enseignantes qu'on est allé solliciter aussi, qu'on a comme co-construit un cadre émergent, là, je pourrais dire, pour décrire les pratiques évaluatives inclusives, puis amener finalement une espèce de progression parce que on n'est pas inclusif ou on l'est. Hein? Il y a tout un processus, il y a plein de zones de gris, puis c'est un parcours, on peut faire des petits pas pour rendre de plus en plus inclusives nos pratiques. Puis c'est ça aussi qu'on voulait mettre à la portée des personnes qui allaient compléter et remplir la boussole, l'utiliser. Donc, on arrive à deux grands axes. Le premier axe, l'alignement pédagogique. Donc, quand j'en parle, souvent les gens me disent, ah ben oui, l'évaluation, c'est dans la pédagogie, mais c'est surprenant de définir les pratiques évaluatives inclusives par, entre autres, l'alignement pédagogique. Mais on se rend compte dans toutes les lectures, dans toutes les personnes qui parlent d'inclusion, on va beaucoup parler d'être cohérent, d'être transparent, de fournir de la rétroaction qui permette aux personnes étudiantes de s'améliorer avant la remise d'une tâche finale. Donc, comment on peut accompagner, on va parler de l'accompagnement dans les tâches. Donc, tout ça, ça s'ancre au niveau de l'alignement pédagogique, donc de la cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les moyens d'enseignement et les moyens d'évaluation. Donc, la première étape dans cet axe-là, on a nos trois dimensions qui sont progressives. Là, pour l'instant, je les ai illustrées en forme d'escalier, mais ça pourrait très bien évoluer. C'est le mot d'ordre ici, là, on évolue. Donc, d'abord, d'avoir cette cohérence-là. C'est la première étape. Puis par la suite, de rendre cette cohérence transparente, donc transparente auprès des personnes étudiantes. Comment je peux rendre les critères d'évaluation, les attentes, les grilles parfois de plus en plus transparents. Donc, il y a différents moyens qu'on peut mettre en place pour ça, jusqu'à aller à la rétroaction constructive. Donc, non seulement après la remise d'une tâche, mais pendant la réalisation d'une tâche, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes étudiantes dans l'évaluation. Et le deuxième axe, au niveau de la flexibilité, donc ça, c'est souvent, c'est très présent dans la CEA, qui est tout le temps la variété des modalités de présentation, d'action, d'expression, d'engagement, la différenciation pédagogique aussi, on va parler beaucoup de flexibilité. Donc d'abord, d'adopter une variété de pratiques quand
utilise toujours le même moyen d'évaluation, mais on évalue d'une façon certaines compétences, mais parfois, quand on évalue d'une façon différente, on va aller solliciter finalement une plus grande diversité de personnes étudiantes en fonction de leurs forces qui ne sont pas nécessairement des compétences évaluées, mais par exemple, il y en a qui sont plus forts à s'exprimer oralement, d'autres à l'écrit, d'autres vont schématiser, faire des synthèses. On peut aller évaluer les mêmes compétences par ces trois moyens-là dans certains contextes. Donc, tout est contextualisé, évidemment. Donc, d'abord, d'aborder l'évaluation par une variété de moyens. Ensuite, tenter d'offrir des choix aux personnes étudiantes, puis finalement, soutenir la responsabilisation. Donc, on va parler d'autorégulation, d'amener les personnes étudiantes à se fixer elles-mêmes des objectifs, à évaluer leur pairs, à s'auto-évaluer, à participer par une co-évaluation. Donc, on voit ici la progression en termes de flexibilité. Donc, c'est vraiment autour de ça que la boussole s'est construite. Puis, je vais laisser Alain, donc mon collègue, vous parler un peu plus de l'approche méthodologique qu'on a abordée. Merci beaucoup, Myriam, pour ces fondements-là de la boussole. Euh, je ne vais pas atterrir dans ça, ça a l'air un peu compliqué comme ça. L'approche méthodologique, c'est que c'était surtout l'idée de concevoir un dispositif qui va vraiment répondre aux besoins euh, des différentes personnes qui interviennent, notamment en soutien, en accompagnement, mais évidemment aussi pour les personnes enseignantes de tous les ordres. Aussi, l'approche méthodologique, celle-là en particulier de type Design-Based Research, euh, c'est en quelque sorte aussi en lien avec le design pédagogique aussi de notre dispositif qui comprend des cycles itératifs où on va concevoir des éléments qu'on va aller par la suite tester généralement en contexte réel, parfois en groupe peut-être un peu plus restreint, mais qui se veut au bout du compte, qui s'inscrit plutôt dans une démarche vraiment pour répondre aux besoins des personnes. Donc, cette approche-là, comme vous le voyez dans la première itération, où il y a eu une première phase, je ne l'ai pas mis, mais vous avez bien vu avec ce que Myriam a présenté, qu'on a quand même fait une revue de littérature, on a regardé qu'est-ce qui se faisait sur le plan de la recherche pour avoir un instrument de collecte de données, entre guillemets, d'auto-évaluation aussi, qui répond vraiment bien à nos objectifs de départ. Ensuite, il y a une implémentation qui consiste à mettre à l'épreuve ce dispositif-là, qu'on va par la suite évaluer avec une démarche qui est dite plus scientifique. J'ai placé une référence aussi qui sera accessible là, dans le diaporama qui vous sera partagé. Qui montre en quelque sorte que cette approche-là, elle est davantage inclusive parce que, évidemment, on considère les points de vue de toutes les personnes qui sont partie prenante, évidemment, de l'écosystème. Donc, ça nous permet vraiment de ne pas avoir d'angle mort, puis de s'assurer que le projet va évidemment bien répondre avec une solution qui est adaptée. Et aussi, vous avez peut-être aussi remarqué que il y a deux volets, si on peut dire, un volet qui est totalement voué, évidemment, de faire une ressource éducative numérique et libre, mais également aussi, on aimerait être capable de contribuer à l'avancement des connaissances avec les données qu'on va récolter. Donc, on a un certificat éthique qui nous permet par la suite avec les gens qui auront répondu à la boussole, de pouvoir tracer des portraits, notamment des portraits selon les ordres, des portraits selon aussi différentes caractéristiques plus précises en fonction, évidemment, de nos dimensions des items qu'on a mis en place. Myriam, tu peux passer maintenant à la suivante. Donc, de façon plus précise, la première itération, et non la moindre, qui a été quand même, je dirais, fait avec une très grande rigueur, mais aussi, c'est la base, évidemment, de notre outil, donc on ne pouvait pas escamoter des trucs. Donc, on a fait une première version
avec les travaux existants, ce qui nous a amené à faire une première version un peu trop exhaustive avec 139 items. Notre petite équipe a quand même fait un premier tri qui est sur une idée d'arriver à essayer de voir dans quelle mesure on va pouvoir identifier nos deux axes, mais également les dimensions. Et ça fait en sorte qu'on a retenu 72 items. Tu peux passer. Ensuite, on a fait cette implémentation-là auprès de certaines personnes pour s'assurer, entre autres, que nos questions sont suffisamment claires, on s'entend un peu sur la même chose, puis qu'on interprète dans une certaine mesure les différents items. Donc, on a eu autant des personnes enseignantes du primaire, du secondaire, du cégep et aussi à l'université. Vous avez compris que, initialement, le projet était un peu destiné au secteur postsecondaire, mais on a déterminé assez rapidement que le besoin était également présent au secteur des jeunes, puis que aussi, les enjeux d'évaluation, notamment l'évaluation inclusive, l'étaient aussi. Donc, on a cru bon quand même d'aller voir aussi au secteur des jeunes. Ensuite, je passe à la suivante. On a procédé à l'analyse de ces retours-là de pré-validation. On a fait un retour pour faire en sorte qu'on se retrouve avec l'outil le plus robuste possible, là, évidemment, à ce stade. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir une compréhension commune là, sur notre base même, c'est-à-dire ce que Myriam a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire en lien avec les axes et les différentes dimensions. Ce qui fait en sorte qu'on a retenu 62 items, on en a reformulé. Le travail a par la suite été un peu plus technique, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on l'a intégré à la plateforme Numedica, c'est-à-dire que cette plateforme-là, elle est déjà existante. Par contre, il n'y a absolument rien de configuré et on a une certaine carte blanche sur certains aspects. Donc, ça fait en sorte qu'on a travaillé avec un développeur web pour, entre autres, essayer de faire en sorte qu'on se retrouve avec une page de résultats qui donne un sens aux personnes qui vont répondre. C'est vraiment l'enjeu qui est le plus important à mon avis aussi. On a beau avoir un questionnaire, on a beau avoir des calculs de score, mais ça prend vraiment une analyse derrière tout ça pour être capable de voir que ça va donner un sens. De là, l'idée de faire une autoréflexion, puis qu'on pense aussi que ça va avoir des effets sur l'autorégulation. Donc, on va se placer en action là, pour apporter probablement certains changements évolutifs. Ensuite aussi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la plateforme nous permet aussi d'ajouter des ressources en fonction, évidemment, des éléments en lien avec notre axe, donc la flexibilité et l'alignement pédagogique, mais aussi des différentes dimensions. Et ces ressources-là sont adaptées en fonction des réponses, en fait, des scores obtenus par les personnes participantes. Donc, on ne va pas donner des ressources qui ne sont pas appropriées. Généralement, les scores les plus faibles, vous allez obtenir des ressources qui sont adaptées pour aller tout de suite là, vers des éléments essentiels. Ensuite, tu peux passer à la suivante. Une fois que ça a été fait, on a travaillé évidemment en comité restreint pour valider ce portrait-là, pour aussi faire un tri dans les différentes ressources. Je dirais également aussi qu'on se retrouve avec des choix éditoriaux importants à faire parce qu'on ne veut pas se retrouver non plus avec un répertoire de ressources. Donc, l'idée, c'est surtout de donner des ressources qui sont en lien et qui sont très pertinentes, euh, quitte à faire évidemment des mises à jour. Mais on ne voudrait pas se retrouver avec une exhaustivité parce qu'à un moment donné, on ne sait plus lesquelles qui deviennent les plus pertinentes. Donc, on peut par la suite, là, par rapport à cette étape-là, vraiment s'assurer qu'on puisse avoir une boussole qui répond le plus possible aux besoins. La troisième itération qui est présentement pratiquement démarrée, si on peut dire, c'est que, bon, on va réajuster le questionnaire pour être certain que on s'assure de mesurer les bons éléments.
Chaque thème est aussi pondéré, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres dans les calculs de score. On a également bien avancé le design de la formation. Je vais en parler rapidement tout à l'heure. Et cette étape-là, évidemment, va faire partie d'une évaluation à travers un groupe restreint qui est basé essentiellement sur le volontariat. Vous allez pouvoir tout à l'heure participer si vous le voulez. Et également aussi, nous allons faire un groupe d'experts pour s'assurer que dans l'ensemble, la boussole et la formation qui accompagne la boussole répond bien aux besoins là, des différents milieux et aussi à différents contextes, pas juste le contexte en formation à distance, mais également aussi en contexte d'enseignement en présentiel, parce que l'évaluation, évidemment, souvent on partage quand même les mêmes enjeux. Donc, dès maintenant, vous avez la possibilité de l'essayer, soit en allant directement sur le lien ou en scannant le code QR. Je dois dire aussi que la boussole, elle est en version, j'oserais pas dire bêta parce qu'elle est quand même assez aboutie, là. Tout marche en principe très bien, là, à moins qu'il y ait quelque chose qui nous a échappé, mais je pense qu'on est encore au stade où on va pouvoir quand même faire des améliorations. Et à la toute fin aussi, vous allez avoir aussi un message comme quoi, si vous voulez vous impliquer pour les groupes de discussion qu'on va faire, c'est-à-dire un groupe plus restreint là, pour pouvoir avoir vos points de vue, bien évidemment, ça va être possible. Et la grande question qu'on se pose à chaque fois, on ne pense pas se tromper nécessairement beaucoup par rapport à ça, mais est-ce que les résultats que vous avez obtenus sont représentatifs de votre situation? Donc, ça, c'est particulièrement important. Une fois que vous avez répondu à la boussole, voici une capture d'écran sur la page de résultats que vous allez obtenir. Donc, à gauche, vous retrouvez évidemment nos deux axes qui sont l'alignement pédagogique et la flexibilité. Et à droite, vous avez un cadran avec les différentes dimensions. Euh, pour ceux et celles qui sont plus ou moins, juste revenir encore, pour ceux et celles qui sont plus ou moins habitués aux différents concepts qu'on va aborder, il y a évidemment des définitions qui sont disponibles là, sous forme de lien au-dessus. Donc, vous allez pouvoir accéder à toute l'information. Maintenant, on peut revenir, c'est ça. Ensuite, quand on descend, c'est surtout du côté droit, vous avez quelques éléments, je dirais, qui vous situent par rapport à vos tendances et vos pratiques en fait d'évaluation inclusive. Donc, à travers les différentes dimensions, on vous situe. Et par la suite, vous avez un portrait global avec en somme. Et les ressources vous sont par la suite présentées, comme je disais tout à l'heure, les scores les plus faibles obtenus sont présentés, c'est-à-dire les ressources qui sont associées aux scores les plus faibles obtenus sont présentés en premier. Il y a également une articulation avec les autres. C'est juste revenir encore. Euh, on voit quand même la partie à gauche qui est grisée. Ça, c'est les résultats des autres. La nôtre, nos résultats, c'est l'aiguille. Donc, il y a une mise en perspective avec les autres aussi pour se donner une idée. Je comprends que l'idée, souvent, en évaluation, c'est pas l'idée nécessairement de se comparer, mais l'idée du portrait, c'est quand même aussi d'être capable de se situer par rapport à ce que l'on fait, mais également aussi, quelle est la tendance là, dans les pratiques évaluatives auprès des gens qui enseignent. Donc, ça donne quand même cette idée-là qui nous fixe un peu sur certaines tendances. Donc, on peut revenir à... Merci, Myriam. Donc, la formation qui est présentement en développement, qui devrait être terminée très bientôt, j'ai quelques caractéristiques quand même qu'on peut partager ensemble, c'est-à-dire qu'elle va être autoportante. Euh, Probablement sur le site de Numéducom, évidemment, on a pensé à un environnement numérique d'apprentissage comme Moodle, mais ça vient avec certaines contraintes. On l'a vu la plus accessible possible. Donc, rien n'est encore arrêté, là, mais en date d'aujourd'hui, je pense qu'on aimerait bien qu'elle soit autoportante sur un site web accessible à tous.
Je dis également aussi, comme deuxième point, pour toutes les personnes enseignantes, évidemment, de tous les ordres, on vise une durée d'environ 2-3 heures maximum. L'objectif de cette auto-formation-là vise, entre autres, à sensibiliser les personnes enseignantes à la valeur ajoutée d'une évaluation inclusive, évidemment auprès de leur population étudiante qui est hétérogène, comme je le mentionnais tout à l'heure. Sous-jacent ça, évidemment, on veut faire en sorte qu'on réponde aux besoins, notamment avec les mesures d'adaptation. Il va y avoir un premier module qui est commun, qui porte sur l'auto-évaluation, donc avec la démarche de réalisation de la boussole, et évidemment sur des éléments de base là, sur l'évaluation inclusive. Et le deuxième module qui est davantage en lien avec le contexte de la personne, c'est-à-dire l'idée de prendre en compte la diversité là, dans son enseignement. Donc, ensuite, au terme de ce parcours de formation-là, on pense que les personnes enseignantes vont être en mesure d'identifier les caractéristiques de l'évaluation inclusive et surtout porter un regard réflectif sur leur propre pratique. Puis on va les amener aussi à identifier un objectif pour essayer quelque chose dans leur propre contexte, question de faire évoluer les pratiques pédagogiques qui seront, on l'espère, davantage inclusives. Maintenant, on aimerait faire en sorte que cette formation-là soit aussi la plus accessible possible. L'idée est peut-être aussi ceux et celles qui veulent l'utiliser, notamment dans leur activité d'accompagnement, dans le cadre de formation continue. Donc, on aimerait vraiment que ça soit utilisé. De là, l'idée aussi de la rendre disponible avec la licence Creative Commons. Donc, je pense qu'on veut vraiment que ça circule dans les milieux puis que ça puisse servir. Déjà, dans les travaux précédents sur d'autres boussoles, sur d'autres enjeux parfois aussi importants, ce que les gens nous disent toujours, c'est que quand on fait la boussole, ça nous fait réfléchir. Puis nous, mais on veut vraiment aller plus loin. Oui, ça nous fait réfléchir, mais également aussi, quand on l'intègre dans une formation, dans notre cas, dans une auto-formation, mais je pense que ça va arriver à faire en sorte que ça donne plus de sens. Bon, là, maintenant, j'ai assez parlé, je conclue rapidement. Donc, évidemment, la conception de l'évaluation inclusive, je pense que c'est différent d'une personne à l'autre. Euh, Parfois, il y en a qui sont très inclusifs sans trop s'en rendre compte. Il y en a qui le pensent puis qui le sont pas tellement. Fait que la boussole, ça permet vraiment un peu de faire le point par rapport à tout ça. Euh, et le fait que ça soit un outil qu'on qualifie d'innovant, c'est que on peut s'en servir, euh, entre autres pour la formation, puis pour faire réfléchir, comme je disais, mais également aussi pour faire avancer les connaissances sur le sujet, dans notre cas, les pratiques d'évaluation inclusive. Donc, on va continuer nos travaux dans ce sens-là. Puis, évidemment, le but, c'est de soutenir le développement professionnel en passant par cette auto-évaluation-là, parce qu'on pense que, évidemment, ça a un effet chez les personnes, puis ça fait en sorte que ça s'inscrit dans leur développement professionnel également. Maintenant, peut-être que ça serait intéressant éventuellement d'aller voir plus loin là, qu'est-ce que ça fait. On a d'autres travaux de recherche aussi qui travaillent là-dessus. Notamment, on aimerait bien voir les effets cognitifs et affectifs, entre autres, des différentes boussoles. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Je vous invite également aussi à tester, à faire l'auto-évaluation de vos propres pratiques ou par personne interposée si vous n'enseignez pas pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement contribuer à développer, à se développer professionnellement avec l'évaluation inclusive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain et Myriam. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, il y a des réactions de gens qui sont, je pense, bien satisfaits. Yves a fait un petit commentaire pour la comparaison, puis Myriam a acquiescé là, sur le fait que l'inspiration pouvait provenir de la fameuse boussole électorale là, qu'on connaît bien pour essayer de se situer dans le paysage politique, là, mais c'est un peu l'idée sur le plan pédagogique. Il y a d'autres boussoles qui sont disponibles, si je ne me trompe pas, à partir du même lien.
Mon Dieu, j'ai comme oublié, j'avais envie de faire un petit oui. Ce que j'avais envie de dire, c'est que ce que je trouve super intéressant, c'est que il me semble que votre ressource et la ressource qui a été présentée juste avant sont super complémentaires finalement, là. Il serait super intéressant de passer peut-être par la boussole dans un premier temps pour se faire une première auto-évaluation sur ces pratiques d'évaluation inclusive. Puis ensuite de ça, d'aller suivre la formation avec ça en tête, là, sa petite perspective personnelle. S'il n'y a pas de questions, ben je vous laisse là-dessus. Un gros merci pour votre partage. Même chose, le pôle va sur les réseaux sociaux diffuser dès que ça sera accessible. Et puis aussi la progression, on voit que c'est quand même un gros projet. Donc, il y a plusieurs étapes là, Alain et Myriam l'ont bien nommé. Fait que, on termine avec la troisième ressource, qui est une ressource qui a été développée par la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe par Marie Chassé et Louise Bellavance. Elles vont nous présenter un outil convivial qui a été réalisé dans PowerPoint pour développer des mises en situation réflexive. Donc, Marie et Louise, bienvenue, puis je vous cède la parole. Bonjour, merci. Merci. Donc, je vais partager l'écran. Tout le monde voit bien l'écran? Donc, je vais commencer. Donc, pour nous, en fait, bonjour tout le monde. Tout a commencé par une question bien simple. Comment aider le personnel enseignant et pédagogique du milieu collégial à développer des mises en situation réflexives totalement autoportantes, s'inspirant des livres dont vous êtes le héros pour la formation à distance, le tout de manière conviviale avec peu ou pas de moyens, et qui permettent aux personnes étudiantes de se transporter dans une situation donnée qui se rapproche évidemment le plus du réel et de s'arrêter pour réfléchir à un choix plutôt que de cliquer ici et là pour voir ce qui va arriver. Donc, nous, 3 éléments clés ont guidé notre réflexion. D'abord, la convivialité, c'est très important. Le besoin de permettre à la pensée de s'attarder et la modestie des moyens. Donc, l'idée qu'on a eue est de développer un dispositif qui exploite la réflexion à voix haute et l'enregistrement des contenus audio dans PowerPoint. Nous nous sommes donc plongés dans une aventure de création pédagogique et nous avons utilisé pour le développement une approche par prototypage successif. Je vais d'abord vous dire que le dispositif qu'on a développé propose un micro-parcours d'apprentissage où la personne étudiante est plongée dans une mise en situation et est invitée à faire un choix entre A et B et à partir de ce dernier, à prendre du recul et à réaliser une réflexion structurée en 2 temps. Dans un premier temps, la personne étudiante est invitée à expliquer son choix et à, tout dépendant de la mise en situation, à donner un exemple de ce qu'elle ferait. Et dans un second temps, donc on est ici, apporter un regard sur la réflexion qu'elle a enregistrée précédemment à la lumière de la rétroaction enseignante. Une conclusion clôt le dispositif, peu importe le choix A ou B sélectionné. Donc, la mise en situation réflexive est constituée de 4 moments clés correspondant chacune à une page distincte du gabarit que je vous présente à l'instant. Donc, le gabarit de la mise en situation réflexive qu'on a conçu se présente sous la forme d'un livre. Ce que vous voyez, c'est conçu en PowerPoint. Donc, ça se présente sous la forme d'un livre cliquable, déjà mis en page, personnalisable et qui offre l'impression de le feuilleter d'une page à l'autre. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est la page couverture dans laquelle le titre, évidemment, Réfléchissons à voix haute, est personnalisable. Donc, voici la première page, c'est la page Situation, où le contexte de la mise en situation est raconté oralement par
par la personne enseignante et où la personne étudiante a deux choix à faire parmi A et B. Voici maintenant la page réflexion à faire où le personnel enseignant commente oralement brièvement le choix qui a été réalisé et invite la personne étudiante à réaliser une réflexion à voix haute pour expliquer son choix et selon les situations à partager, par exemple, un exemple concret et à l'enregistrer dans ce qu'on appelle le journal audio que je vais vous présenter à la suite de ce gabarit. C'est le troisième moment clé, donc la page rétroaction et auto-évaluation, où le personnel enseignant, en fait, donne une rétroaction oralement et invite la personne étudiante à auto-évaluer sa réflexion à l'aide de critères d'auto-évaluation qu'on voit juste ici, ainsi qu'à enregistrer de nouveau sa réflexion à cet égard dans le journal audio. Et finalement, voici la page conclusion où le personnel enseignant fait ressortir les éléments clés généraux de la mise en situation. La flèche rouge là, que vous voyez juste en bas permet aux personnes étudiantes de revenir au début de la mise en situation et d'expérimenter, si elles le souhaitent, l'autre choix. Donc, voici maintenant le journal audio dans lequel les personnes étudiantes enregistrent leurs réflexions à voix haute. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la version individuelle formative, mais nous avons également conçu une version individuelle sommative et une version dyade formative. Comme on l'a mentionné plus tôt, un des éléments clés qui nous a guidés, c'était vraiment la convivialité. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de diapositive. Dans la marge de droite, on peut voir une zone de texte qui sert d'appui à la préparation des textes qui vont être par la suite enregistrés par le personnel enseignant. Comme vous pouvez voir ici, le texte est facilement personnalisable. Donc, lorsque le personnel enseignant a préparé son message, il l'enregistre à l'aide de la fonction audio dans PowerPoint. Donc, c'est vraiment très simple. On clique sur le bouton rouge, on s'enregistre. Et lorsqu'on a terminé, on vient superposer l'icône d'enregistrement sur l'icône du gabarit. Donc, sur ce, je passe la parole à ma collègue Louise. Merci, Marie. Moi, je vous partage mon expérience parce que je l'ai expérimenté dans le cadre d'un des cours en éducation à l'enfance à la formation continue pour les adultes. La compétence à développer était d'établir un lien de partenariat avec les parents et aussi avec les différents intervenants et intervenantes du milieu de l'éducation. Ce que j'ai fait, j'ai sélectionné une mise en situation, puis j'ai vraiment utilisé la zone de rédaction que vous voyez à gauche là, afin de me structurer, puis de m'aider aussi à avoir un certain rythme pour l'enregistrement aussi. Donc, avec un simple casque d'écoute, avec micro, j'ai enregistré l'ensemble de mon activité d'apprentissage. L'important pour moi, c'était vraiment de créer une présence enseignante. Donc, je vous propose de lire vraiment la mise en situation afin de vous donner un exemple de l'utilisation. Alors, ce que j'avais enregistré, c'est la mère d'un jeune enfant de 5 ans vous demande de lui donner du sirop avant sa sieste. Celui-ci a une toux persistante qui l'empêche souvent de bien dormir. Comme la mère est surchargée et qu'elle n'a pas eu le temps d'aller à la clinique, elle a pris soin d'acheter ce sirop pour enfants à la pharmacie. La posologie est bien indiquée sur la bouteille. Comme c'est le matin qu'elle doit quitter pour le travail, vous devez répondre sur le champ. Que faites-vous? Vous lui mentionnez que vous n'oublierez pas de donner le sirop avant la sieste. Cliquez sur A. Vous lui mentionnez que vous n'allez pas donner le sirop. Cliquez sur B.
Alors là, les personnes étudiantes faisaient le choix, cliquaient sur A ou B et étaient automatiquement dirigées vers l'étape suivante. Ils m'ont mentionné qu'ils avaient apprécié là, après le fait de pouvoir facilement là, se diriger vers l'étape suivante. Ils avaient mentionné qu'ils avaient trouvé ça intéressant. Donc, on se retrouve donc à la page de la réflexion A. Bien entendu, j'ai également aussi enregistré une réflexion concernant le choix B. Donc, ici, on se rappelle ben, que l'outil visait vraiment plus davantage à développer la pensée réflexive. Donc, j'ai préparé effectivement des pistes dans la zone de rédaction pour les accompagner. Ce que j'ai enregistré, là, ça commençait comme ceci. Ce matin, vous avez accepté de donner le sirop à l'enfant avant la sieste de l'après-midi. Prenons un temps d'arrêt pour y réfléchir ensemble. J'ai plusieurs questions pour vous. Alors là, les questions que je leur ai données sont écrites. Là, je les amenais vraiment à se questionner sur leur ressenti. Je leur demandais aussi, ben, pourquoi tu as accepté de donner le sirop? Est-ce que tu es en mesure d'appuyer ton choix sur une théorie, une notion théorique que tu as vue pendant ta formation? Est-ce que c'était quoi le besoin du parent, etc. Et je les invitais aussi à réfléchir à voix haute par le biais de l'enregistrement dans leur journal audio. Et puis après ça, je leur ai demandé de formuler le message qu'ils ou qu'elles adresseraient aux parents. Puis, après avoir fait l'enregistrement dans leur journal, ben, les personnes étudiantes revenaient et puis ben, on cliquait sur la flèche rouge et hop, automatiquement, ben voilà, on arrivait à la section vraiment de rétroaction où je revenais vraiment, j'expliquais vraiment bon, la réponse, le pourquoi, comme si je le faisais en classe. Sauf qu'il y a une particularité, c'est que là, je les amenais un petit peu plus loin, je les invitais à revenir questionner leur réflexion. Alors, j'avais encore ici des points. Est-ce que ma réflexion présente des liens justes et pertinents en lien avec les notions liées à la santé et sécurité des enfants? Est-ce que ma réflexion démontre l'application de certains principes? Est-ce que ma réflexion tient compte de mes ressentis? Et puis, toujours, je les invitais à enregistrer les commentaires et je leur ai demandé de faire ressortir les points améliorés sur leur réflexion, puis de mettre aussi en lumière ce qu'ils avaient retenu et appris sur eux elles-mêmes. Je vais dire certains je les ai questionnés. Certains ont relevé, là, à la suite de cette expérience-là, qui étaient étonnés et fiers d'eux, d'elles, par rapport à leurs réponses, à leurs réflexions. Et d'autres ont été surpris de voir, malgré une réflexion qui avait oublié le protocole sur les médicaments. Parce qu'en éducation à l'enfance, il y a un protocole qui exige que tout médicament doit être prescrit par le médecin et on doit avoir l'autorisation écrite d'un parent. Fait qu'il y en a qui ont réalisé que finalement, ils avaient oublié cette portion-là. Ils s'étaient concentrés dans leur analyse sur le fait de leur qualité communicationnelle, là, leur qualité là, de « Ah, moi, j'ai écouté le parent, j'ai fait de la reformulation. » C'est bien, mais c'est complexe, hein? Fait qu'il faut que tu ailles analyser et répondre professionnellement. Bref, c'est simple. J'ai trouvé ça simple. J'ai même tenté l'expérience en évaluation sommative. Ce que j'ai fait, c'est que j'aurais demandé, il y avait la mise en situation, choix A, B, et je leur ai demandé tout de suite d'enregistrer une réponse, faire un choix, enregistrer une réponse, déposer ça sur notre plateforme Léa.
après ça, de retourner écouter la réponse et de l'analyser, et après ça, à nouveau, de déposer leur journal audio sur Léa. Très facile, agréable à corriger même. Euh, voilà, ouais. Et les étudiants, j'ai relevé quelques commentaires. Ils ont trouvé ça intéressant parce ils ont mentionné intéressant le fait d'être comme plongé dans un livre et puis d'être dirigé tout de suite à l'étape suivante. Et malgré certaines réticences à s'enregistrer pour certains, certaines, ils ou elles ont apprécié cette façon de faire parce que il ou elle pouvait facilement, ils ont dit, ah, on pouvait s'imaginer la situation, on pouvait la ressentir. J'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé que les mises en situation racontées en audio, donc sans images, sans vidéo, sont parvenues, selon moi, là, à créer comme une espèce de bulle d'intimité, puis à permettre à mes personnes étudiantes de se transporter effectivement dans la situation, puis pouvoir un peu plus la ressentir, puis pouvoir mieux y réfléchir aussi. C'est ce que, voilà, Marie. Merci, Louise. Donc, dans le fond, la REM qu'on a développée s'accompagne d'un coffre à outils qui comprend un guide de conception, un gabarit de conception des mises en situation blanc et un rempli avec un exemple fictif, le journal audio dans les 3 versions et une démonstration de ce que ça donne du point de vue apprenant. Comme on l'a vu, il est possible d'utiliser le dispositif selon 3 modes. Donc, en termes d'activités individuelles formatives, activités formatives en diade et activités sommatives individuelles. Puis évidemment, il y a vraiment plusieurs manières d'appliquer, d'utiliser le dispositif. Donc, les applications concrètes sont vraiment diverses. Vous en avez plusieurs à l'écran, mais elles pourraient s'appliquer dans différents programmes, que ce soit au collégial, à l'université et à la formation professionnelle. On pourrait penser à des mises en situation comme une infirmière qui doit expliquer à un patient une procédure désagréable, un policier qui doit intervenir auprès d'une personne en état d'ébriété, un designer graphique qui doit revenir sur une recommandation qu'il a déjà faite à son client, un mécanicien qui doit résoudre un problème sur une voiture, et il y en a certainement plusieurs autres. Donc, peut-être que vous-même, vous êtes en train de réfléchir à une mise en situation. Et pour conclure, est-ce que certains auraient le goût de partager des idées de mise en situation? Donc, on vous donne le micro. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour intervenir si vous avez envie, mais je vous poserai, il y a 2 questions qui sont arrivées dans le chat en cours de présentation. La première, si on nous demande, est-ce que les apprenants voient aussi le support visuel de ce qui est lu à l'audio? Tu veux dire le texte? Oui, le texte. En Non, fait, ce qu'on lisait, là, ce que Louise lisait, non, est-ce que c'est visible? non, ce n'est pas visible. Donc, c'est uniquement entendu. Merci. Et puis la deuxième question plus technique aussi, c'était à savoir si le journal d'audio est aussi une présentation PowerPoint. C'est également une présentation PowerPoint parce que, comme on l'a vu, c'est vraiment très facile de réaliser de réaliser les enregistrements. Il y a quelqu'un, je vais prendre la balle au bon. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Mais il y a quelqu'un qui nomme le fait que c'est un dispositif inclusif pour les étudiants qui ont, par exemple, de la difficulté en écriture, etc. Donc, je trouve que c'est important à souligner. Puis ça m'amène à amener aussi la question de, j'allais dire la question de justement de l'accessibilité. Il faut savoir que toutes les REN qui sont développées dans le cadre de l'appel à projet au pôle, on les veut le plus accessible possible. Donc, on travaille aussi beaucoup avec la lecture numérique, par exemple, de ces ressources-là, etc. Il n'y a pas d'autres questions.
Moi, j'avais quand même juste envie de souligner, Louise, que je trouve ça très intéressant et riche, là, l'expérience enseignante. Là, je trouve que ça donne un bel exemple. Ça peut vraiment inspirer. Donc, merci beaucoup d'avoir jumelé vos deux perspectives. Je trouve ça très chouette. Il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que la boîte à outils peut être partagée avec d'autres cégeps? Et la réponse, c'est oui. En fait, vous me devancez. J'allais vous dire aussi que toutes les ressources qui sont produites par le pôle ou dans le cadre de cet appel à projet, donc par les établissements, mais subventionnées par le pôle, sont toutes sous licence CC BY avec plus ou moins de restrictions dépendamment des ressources, ce qui veut dire qu'elles sont toutes distribuables et adaptables à vos milieux. Pour nous, c'est hyper important de développer des ressources là qui peuvent être le plus possible utilisées et pertinentes. Donc, même chose que pour les autres ressources. Dès qu'elles vont être en ligne et disponibles, là, suivez nos réseaux sociaux, on va vous les rendre accessibles. Vous pourrez les télécharger, avoir accès aux fichiers sources et les adapter à vos milieux sans aucun problème. Autre question qui apparaît, les rétroactions sont les mêmes pour toutes les personnes étudiantes selon le choix A ou B. Et quand l'enseignante écoute-t-elle les audios des réflexions? Je ne sais pas si on peut peut-être y aller. Ouais, Louise, tu veux répondre? Non, les rétroactions sont différentes selon le A et le B, mais on a pensé à une feuille structure aussi là, pour vraiment, pour les enseignants, là, structurer, alors j'ai mon choix A, je vais aller faire telle rétroaction, j'ai mon choix B, je vais faire telle rétroaction. Puis souvent, là, je suis en train d'en expérimenter d'autres. Souvent, la conclusion va arriver comme mais c'est deux rétroactions différentes et je les écoute. Et moi, pour ma part, ils déposaient sur notre plateforme Léa. Et puis après ça, moi, c'est très facile. Fait que sur Léa, ça fait un dossier finalement. Hein. Fait que là, dans le fond, j'ai mon dossier, puis j'ouvre, puis j'écoute. C'est vraiment très facile. Je sais pas si ça répond. Mais on Si est ça répond vraiment pas à au la début de question. l'expérimentation. On est vraiment au début, là. Ouais. Ben d'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant si jamais il y en a une fois qu'on va le sortir là, d'ici 2 semaines, que ça va être disponible. S'il y en a qui ont envie qu'ils l'expérimentent puis qui ont des commentaires, là, ça peut être super intéressant de vous Oui. les partager pour amélioration. Là, je pense que vous allez être bien ouverte à ça. Puis, il y a quelqu'un, Viviane, qui propose justement, parce qu'elle pense à un de ses étudiants qui bégayait beaucoup pour qui l'oralité, c'était peut-être plus difficile. Elle se demandait si on pouvait peut-être offrir deux gabarits de réponse, donc une version audio, mais une version écrite peut-être aussi, là, que l'étudiant pourrait répondre. Peut-être peut-être dans un futur que le journal audio va intégrer des ondes de texte. Pour le moment, la version qui va être disponible à partir du 1er mars, c'est entièrement audio, mais nous, on accueille toutes les suggestions avec grand bonheur. Excellent. Et puis pour répondre à Isabelle Dumé, c'est pas sur modèle à proprement parler, là, les outils que Marie et Louise ont présentés, c'est vraiment des fichiers PowerPoint, donc ça sera téléchargeable, ces outils-là, comme des entités. Ensuite de ça, vous pouvez les intégrer, là, évidemment, dans n'importe quel environnement numérique d'apprentissage en fonction de ce que vous utilisez dans votre établissement puis dans vos cours. Un énorme merci, Marie et Louise, pour ce partage. Je vous donne tous Merci. rendez-vous pour prendre connaissance de ces ressources-là dès qu'elles seront disponibles, comme je disais, là aux alentours du 1er mars ou courant mars. J'en profite pour vous rappeler, puisqu'on reçoit souvent la question, que toutes les présentations, les supports également de diffusion, mais également les enregistrements, les rediffusions, sont disponibles directement à partir du 4Waves, donc de l'événement. Vous n'avez pas besoin de vous connecter là, vous pouvez y avoir accès sans connexion et ça va vous permettre de... Excusez-moi, j'essaye de partager en même temps, je fais deux choses. Ça va vous permettre d'avoir accès à tous les supports de formation, donc, mais structurés à partir de vraiment de l'horaire, là. Donc, si vous avez été absent à une activité, ben, vous pouvez juste retourner voir l'activité, puis vous voyez les rediffusions et les supports de formation, ainsi que les liens qui ont été transmis là, parfois dans la situation.
Voilà, donc on remercie notre partenaire. Je vais juste revenir précédemment, le petit formulaire d'appréciation des activités. Encore une fois, je sais, là, on se répète, on le fait à chaque activité pour ceux qui sont là tout le temps, mais pour nous, c'est super important. Ça nous permet d'abord de donner de la rétroaction aussi aux intervenants, mais aussi nous de nous améliorer. Donc, on vous invite grandement à le remplir régulièrement. Je remercie toujours notre partenaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous permet de tenir cet événement-là. Je vous rappelle qu'on vient de lancer ou que nous allons lancer à la fin du mois de mars le pôle est en ligne, qui est une foire aux questions dans laquelle on répond en fait aux questions du public, de vous, des enseignants, des conseillers pédagogiques. Donc, allez scanner le petit code QR pour pouvoir vous inscrire et participer. On a aussi notre infolettre qui est disponible pour être tenu au courant un petit peu de nos activités et entre autres, évidemment, on va repartager là, les ressources que nous avons, dont on vient de parler aujourd'hui, mais les autres, là, il y a d'autres ressources aussi dont on n'a pas parlé ce matin qui ont été subventionnées par le pôle. Et finalement, je vous invite, on se retrouve dans une grosse demi-heure pour la prochaine activité qui s'intitule Le bien-être comme levier dans l'épanouissement des personnes apprenantes en FAD. C'est présenté par Marie-Noëlle Marino et Yannick Mani de la SOFAD. Donc, j'ai bien hâte de vous y retrouver. Au plaisir.